Bienvenue à cette grande conférence publique du Centre de recherche mathématique. Et joyeuse Journée internationale des mathématiques à vous tous. Donc, la journée, elle a déjà commencé il y a un peu plus de 24 heures en Nouvelle-Zélande. Il y a un blog en continu si jamais ce soir vous voulez voir ce qui s'est passé aux Philippines, en Malaisie et dans d'autres pays. www.idm pour International Day of Mathematics 314.org. Le thème de la Journée internationale des mathématiques cette année, c'est « Jouons avec les mathématiques, jouons avec les maths ». Et dans ce cadre, eh bien, notre invitée de ce soir, c'est Nadia Lafrenière. Alors, Nadia a fait son doctorat à l'UQAM en mathématiques, en combinatoire algébrique plus précisément. Elle a terminé en 2019 et ensuite, elle a fait 4 ans de postdoc au Dartmouth College, au New Hampshire. Et maintenant, on a de la chance qu'elle est revenue à Montréal. Elle est professeure à l'Université Concordia. Même si Nadia est toute jeune, en vulgarisation des mathématiques, elle a vraiment une très longue feuille de route. C'est elle qui est à l'origine des balades des maths en ville qui sont offertes par le Cœur des sciences. Ces balades sont offertes régulièrement, mais il y a eu 1 an de travail pour mettre sur pied le matériel qui est offert aux visiteurs lors de ces balades. Nadia a été pendant 4 ans chroniqueuse pour l'œuf et la poule. Elle donne de très nombreuses conférences dans les cégeps. Elle a travaillé également avec des écoles secondaires. Elle est maintenant sur le comité éditorial de la revue Acromate. Elle écrit des articles pour cette revue. Elle a déjà joué dans une pièce de théâtre, C'est mathématiques, pour le niveau primaire au Vieux-Port de Montréal en 2018. Et nous avons la chance ce soir qu'elle vienne nous entretenir de tricher à l'aide des mathématiques. Merci, Christiane. Et merci à vous toutes et tous d'être venus ce soir. Merci d'avoir accepté de venir. Pardon? Ah, est-ce qu'on peut arranger le son? Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, parfait. Excellent. Donc, merci d'être venus ce soir jouer avec moi et avec les mathématiques. Et ce, même si je vous ai déjà annoncé que j'allais tricher. Donc, félicitations. On va commencer tout de suite avec un premier jeu. Et pour le premier jeu, j'ai besoin de quelqu'un qui pense être un bon menteur ou une bonne menteuse. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent être bons pour mentir dans la salle? Ah, bon, on va pointer une volontaire. Donc, Sandra, est-ce que tu veux venir mentir avec moi? Bon. Parfait. Donc, en fait, je la connais déjà. Je l'ai appelée par son prénom, Sandra. C'est ma mère. Donc, maman, je peux t'appeler maman. On m'a dit que tu étais bonne pour mentir. J'aimerais donc savoir, est-ce que tu mens souvent? Oui. À qui est-ce que tu mens? À tout le monde. À ta fille? Surtout. OK. Puis quel genre de mensonges tu comptes? Des mensonges blancs. OK. Tout le monde dit qu'il compte des mensonges blancs, mais je pense que la définition est variable selon à qui on demande. Donc là, j'ai un paquet de cartes. J'ai oublié de te le montrer, mais c'est un paquet de cartes dans un ordre quelconque. Mais je vais le brasser de toute façon. Donc, je brasse les cartes et je vais distribuer, puis on va compter des mensonges. Puis, on va voir si tu es effectivement bonne pour mentir. Donc, le jeu est assez simple. Ça va être des mensonges blancs. Donc, ça a l'air que tu es bonne pour compter des mensonges blancs. Donc, ça, c'est tes cartes. Tu ne les regardes pas pour l'instant. Et je vais démontrer comment on compte des mensonges ou on dit la vérité. Et ça va être à toi de détecter si je mens ou si je dis la vérité. Puis, comme tu es ma mère, tu dois bien me connaître. Donc, tu dois être capable de savoir si je mens ou si je dis la vérité. Puis, quand j'ai dit c'est des mensonges blancs, c'est des mensonges qui n'ont vraiment aucune conséquence. Donc, je vais vous dire si ma carte est rouge ou noire. Et parfois, je vais mentir. Et parfois, je vais dire la vérité. Et tu devrais donc décider si je mens ou si je dis la vérité. On commence. Ma carte est rouge. Elle était noire.
1-0 pour moi. Ma carte est noire. C'est vrai. Bravo. Ma carte est noire. Elle est noire. Ma carte est noire. Ma carte est rouge. Elle est rouge. Ma carte est rouge. Elle est rouge. Bon. 3 sur 6, si j'ai bien compté. Donc, ça va. Et à ton tour, tu peux piger la première carte et tu prends la première carte. Et tu me dis si elle est rouge ou si elle est noire. Tu peux les montrer? Non, ben j'en compris. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Cette fois-ci, tu dis la vérité. Merci. Bon, donc pour ce qui est d'être bonne pour mentir, j'espère que tu mens mieux que ça d'habitude. Parce que tu as été démenti quand même plusieurs fois. OK, donc qu'est-ce qui vient de se passer? Puis en fait, j'aurais pu prendre n'importe quel volontaire dans la salle, pas seulement ma mère, mais il y avait peu de volontaires. Il y avait peu de volontaires parce que les gens n'aiment pas dire qu'ils sont bons pour mentir, sauf les enfants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est qu'au début, j'ai montré le paquet dans un ordre quelconque, et ça, c'était mon ordre quelconque. Je ne connais pas vraiment l'ordre des cartes. En fait, à chaque fois, je le refais, puis c'est tout le temps un ordre différent. Mais il y a quelque chose de spécial dans ce paquet-là. Donc, si vous regardez avec un petit peu d'attention, vous voyez que les cartes alternent parfaitement entre une carte rouge et une carte noire. Et beaucoup de fois, quand même. Donc, ça se produit vraiment souvent. Puis, c'est pas du tout normal que ça arrive. Donc, quand je dis c'est pas normal, ben c'est que je m'attends à ce que ça arrive, ça se produise pas souvent. Mais comme je suis une mathématicienne, quand je me dis ça ne doit pas être fréquent, ben je me dis c'est quoi les chances? Puis quand je dis c'est quoi les chances, je veux un nombre concret. Fait que c'est quoi les chances? C'est 1 sur 250 000 milliards. Donc ça, c'est quand même assez facile à calculer pour quiconque connaît un petit peu les arrangements. Mais 1 sur 250 000 milliards, c'est pratiquement impossible. On s'entend, là, il y a très peu de chances que ça soit comme ça par hasard. Puis à chaque fois que je fais ce tour-là, ça arrive comme ça par hasard. Donc, clairement, il y a un truc ici. Puis qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai dit oui, c'était dans cet ordre-là, mais j'ai quand même mélangé. J'ai mélangé avant de distribuer les cartes. Fait qu'il y a quand même autre chose qui s'est passé parce que si j'avais juste distribué les cartes comme ça, moi, toutes mes cartes auraient été noires et ma mère, toutes les cartes auraient été rouges ou vice-versa. Donc, en fait, ce qui s'est passé, au début, on a une alternance de cartes rouges et noires. Et j'en ai pas mis 60 parce que ça aurait été beaucoup trop pour la diapositive, mais j'en ai mis une dizaine. Et là, j'ai séparé à peu près dans le milieu, puis j'ai fait le brassage. Quand je dis j'ai mélangé les cartes, c'est que j'ai mélangé par battage. Donc, vraiment, en faisant 2 piles, puis j'intercale les cartes des 2 piles. Donc, quand je fais ça, ben je vais avoir une séquence rouge, noir, rouge, noir, rouge, et l'autre va être, par exemple, noir, rouge, noir, rouge, noir. Et quand je fais le battage, ben, je choisis une première carte au hasard parmi la première ici et la première là. Mais si, par exemple, je choisis la première carte qui est rouge, la carte suivante doit être la deuxième ici ou la première là. Et peu importe laquelle c'est une carte noire. Donc, la première peut être soit rouge ou noire, mais si la première est rouge, la deuxième est noire. Et la troisième peut être soit rouge ou noire, mais si la troisième est rouge, la quatrième est noire. Et si la troisième avait été noire, ben la quatrième aurait été rouge. Donc, quand je divise après ça, que je sépare que j'alterne, en fond, pour distribuer les cartes, ben j'ai une carte rouge, une carte noire, une carte noire, une carte rouge, etc. Et c'est pour ça que je suis la première à révéler mes cartes. Parce que j'ai besoin de l'information. Je veux savoir, moi, j'avais noir, 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 rouge, rouge, rouge. Donc, je savais que l'autre paquet de cartes, ça allait être rouge, 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 noir, noir, noir. Donc, au final, ça n'avait pas vraiment grand-chose à voir avec le mensonge parce que je savais que nos 2 couleurs étaient complémentaires. Et le mensonge, c'est juste un prétexte pour divertir les gens. Donc là, c'était vraiment...
l'endroit où je vous ai menti, je vous ai dit que je mentais jamais, donc ça, c'est un mensonge. L'autre mensonge, c'est quand je vous ai dit que mon paquet de cartes n'avait pas un ordre particulier. Bien, c'était pas vrai. En fait, les cartes alternaient entre rouge et noir, mais au-delà de ça, je connaissais pas du tout l'ordre, puis je m'en fous un petit peu parce que j'ai des cartes rouges et des cartes noires. OK, donc ça, c'est la première fois où j'ai triché ce soir. Il y en aura d'autres. D'ailleurs, je vous en donne une tout de suite. Donc, pour cette fois-ci, je vais aussi avoir besoin d'un volontaire. Et je vous le dis tout de suite, mon paquet de cartes n'est pas du tout mélangé. Juste m'assurer d'avoir toutes les cartes, mais pas les fous. Donc, mon paquet de cartes n'est pas du tout mélangé. Il est dans cet ordre-là. Donc, c'est le même ordre qu'un paquet neuf. Donc, ça va de l'as de cœur jusqu'au roi de cœur. Ensuite, la même chose dans le trèfle. Puis, dans l'ordre inverse du roi jusqu'à l'as au niveau des carreaux et des piques. Donc, ça, c'est l'ordre dans un paquet de cartes. Si vous achetez un paquet neuf, il est toujours dans cet ordre-là. Et il y a aussi les 2 fous du roi. OK, donc ça, c'est un paquet comme neuf. Et je peux vous le montrer. Là, c'est vraiment ça l'ordre qui est prévu. Je ne vous mens pas. C'est le même ordre qui est affiché ici. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas intérêt à vous mentir. De toute façon, je vous ai révélé le secret qui est l'ordre du paquet. Mais c'est pour ça que je dis, faites-vous-en pas. On va brasser les cartes. Donc, on va couper, on va mélanger par battage plusieurs fois. Et pour ça, ben, j'aurais besoin de quelqu'un qui sait faire le mélange par battage. Parfait. Donc, est-ce que tu veux venir à l'avant, peut-être? Je ne vais même pas le faire moi-même. C'est pas grave. Ouais. Comment est-ce que tu t'appelles? Cédric. Enchanté, Cédric. Moi, c'est Nadia. Donc, je te donne le paquet. Je ne veux pas y toucher. Là. Je veux que vous fassiez confiance au mélange. Donc, je vais te demander de couper les cartes. Couper, ça veut juste dire que tu prends le paquet, puis tu le coupes où est-ce que tu veux, puis tu mets la partie en dessous sur le dessus. Donc, tu peux couper 2 fois si tu veux. Le nombre de fois que tu veux. Parfait. Puis on pourrait continuer longtemps, mais idéalement pas 500 fois parce que le temps est quand même limité. Maintenant, je vais te demander de mélanger, donc en battant les cartes. Tu peux couper encore le nombre de fois que tu veux. Parfait. Moi, j'ai aucune idée présentement de c'est quoi la carte qui est sur le dessus. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Tu peux couper encore si tu doutes de cette affirmation-là. Parfait. Donc, je vais te demander, regarde la carte qui est sur le dessus, mais ne me la montre pas. Mémorise-la. C'est bon? C'est fait. OK. Puis, je vais te demander de couper encore. Ah, en fait, non, c'est pas vrai. Avant ça, prends-la, mémorise-la, mets-la ailleurs dans le paquet. Fait. Tu peux couper. Tu peux couper encore si tu veux, mais j'aimerais surtout que tu mélanges les cartes. Parfait. Coupe une dernière fois. Une dernière fois pour la forme. Parfait. Tu me rends le paquet? OK, parfait. Je vais te demander de te concentrer sur ta carte. Puis moi, pour pouvoir bien décoder les signaux que tu m'envoies mentalement, ben, je vais regarder les cartes. Là, tu peux te concentrer sur ta carte. Tu peux même essayer de la trouver dans le paquet. Tu n'es pas obligé. Si tu penses que je vais regarder tes yeux et que tu as peur un peu, ben, tu n'es pas obligé. Est-ce que ta carte, c'est le 10 de cœur? OK. Puis je vous jure ici, merci Cédric, je vous jure que je ne l'ai pas vu quand il l'a regardé, mais je vais vous expliquer encore une fois ce qui vient de se passer. Parce que je n'ai pas de don particulier de télépathe, c'est juste une question de maths. Fait que là, ici, en fait, je vous ai montré, ce que je vous montre ici, c'est après un peu plus de mélange. Donc, cette fois-ci, ce que Cédric a fait, c'était coupe, mélange, coupe, PG déplace, coupe, mélange, coupe. Mais là, ici, il y a coupe, mélange, coupe, PG déplace, coupe, mélange, coupe. Pourquoi j'ai pas demandé à Cédric de faire ça? Parce que ce tour-là, avec les 3 brassages, échoue 20 du temps puis que j'étais vraiment trop nerveuse. Fait que Donc, je lui ai demandé de mélanger seulement 2 fois. Un tour qui échoue quand même 5 du temps. Fait que j'étais un petit peu nerveuse, mais c'est beaucoup mieux. OK. Donc, ici, c'est après 3 mélanges et plusieurs coupes. En fait, le nombre de coupes, ça ne change absolument rien. Donc, qu'on fasse une coupe ou qu'on fasse 50 coupes, 500 coupes, 10 000 coupes, ça ne change absolument rien. La seule chose qui change, c'est que quand je fais une coupe, ben, je perds le point de repère qui est mon début du paquet. Donc, si je coupe, je ne sais plus quelle est la carte sur le dessus. Mais une fois que j'ai la carte sur le dessus, j'aurai
d'informations de tout le reste du paquet. Donc, couper, ça ne change pas grand-chose, sauf la carte sur le dessus, mais ça permet aux gens de croire que c'est bien mélangé. Le mélange, par contre, lui, change quelque chose pour vrai. Donc, ça, c'est après 3 mélanges et le nombre de coupes que vous voulez. Et il y a une carte qui a été déplacée. Et là, quand je regarde ce paquet-là, un peu comme je viens de le faire ici devant vous, bien, ce que je regarde, ce que je recherche, en fait, ce sont des suites croissantes. Donc, quand je dis des suites croissantes, bien, je parle des suites qui étaient dans le même ordre dans le paquet initialement, bien, qui étaient même contiguës dans le paquet initialement, qui vont se retrouver dans le même ordre ici. Donc, par exemple, si je pars à gauche, l'as de trèfle, on a l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Ça, c'est une très longue suite croissante. Puis, en fait, ce n'est pas la seule, parce qu'il y a aussi du 9 au 2 de carreau. Donc, là, le trèfle et le carreau ne sont pas dans le même ordre dans le paquet initialement. Fait que là, c'est une suite décroissante pour le carreau, mais on va du 9 jusqu'au 2. Puis, on a la même chose, on a des longues suites aussi dans le carreau, dans le trèfle. On en a plusieurs qui sont très longues. Puis ça, c'est pas supposé arriver autant que ça. En fait, là, j'ai fait un petit jeu de solitaire avec ce jeu-là. Je l'ai pris, puis j'ai joué à solitaire pour faire des piles sans jamais revenir au début. Puis ça me donnait que ça, c'est les 8 suites croissantes qu'il y avait dans le paquet. Et il y a une suite croissante qui est de longueur 1, une carte qui est toute seule. Donc, c'est la carte qui a été déplacée. Donc, si on voit dans le paquet initial, avant que je joue au solitaire avec, bien, on a le 8, le 7, le 6, le 7, le 8 de trèfle. On revient au début. On a le 10, le valet, la dame, mais j'avais oublié le 9 qui est toute seule ici. Et ça, c'est suspect. Ça voudrait dire que le 9 a été déplacé. Puis je sais, juste en regardant les cartes, que c'est le 9 qui a été déplacé. Et ici, c'était le 10 de cœur, je crois, oui. Donc, il y a un petit trou ici. Le 9 et le valet sont adjacents, et le 10 est ailleurs. Le 10 est beaucoup plus loin. Donc, ici, j'ai repéré rapidement que c'était le 10 de cœur. Donc, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi on a des longues suites comme ça? Puis est-ce que c'est normal? Je vous ai dit, moi, je trouve ça inhabituel qu'on ait ça. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Bien, je peux vous le dire un peu. C'est en fait à cause du battage. Il y a un argument simple quand on parle du battage qui est, je prends mon paquet de cartes au début, je connais l'ordre. Disons que, bien là, je n'ai pas mis les cartes jusqu'à 52 parce qu'encore une fois, ça ne rentre pas ici. Mais ici, j'ai pris 11 cartes, mais dans mon paquet de 52 cartes, j'ai les cartes de 1 à 52. Si je sépare à peu près dans le milieu, j'ai les cartes de 1 à un nombre autour de 26 dans une main, puis le reste de mes cartes dans l'autre main. Mais les cartes qui sont dans cette main-là, quand je fais le battage, restent dans le même ordre. Donc, les cartes de 1 à environ 26, j'ai beau mélanger, vont se retrouver dans la même suite croissante. Donc, si je fais le battage une seule fois, j'ai au plus 2 suites croissantes. Parce que j'ai brisé mon mélange en 2 suites, mais on en a juste 2. Puis, si je fais le battage une deuxième fois, bien, je prends chacune de mes 2 suites croissantes et je peux les diviser encore une fois en 2 autres suites croissantes. Puis, je refais ça. J'ai maintenant 4 suites croissantes que je peux encore une fois diviser en 2 suites croissantes. Puis, des fois, le paquet est saturé, fait qu'on n'a pas toujours 8 suites croissantes. Des fois, on en a 7, mais ça augmente quand même. Le 8, c'est le maximum. Puis, dans un paquet bien mélangé, on a en moyenne autour de 26 suites croissantes. Donc, ça, c'est si le paquet est vraiment bien mélangé. 8, c'est très loin de ça. Donc, tu sais, à 8, on peut encore trouver des traces de comment le paquet était ordonné avant. Donc, des longues suites croissantes, puis peut-être une carte qui a été déplacée dans le cas de ce tour-ci. Fait qu'encore une fois, ben, ça n'a rien à voir avec la télépathie, c'est juste une question de maths. Fait que je veux prendre un peu cette information-là sur les suites croissantes, puis vous expliquer l'idée derrière un théorème avec cette information-là qu'on a sur les suites croissantes. Et le théorème, qui est probablement comme le théorème le plus célèbre quand on parle de mélange de cartes, c'est un théorème qui date de 1992, un théorème de David Bayer et Percy Diaconis, qui dit que pour bien mélanger un paquet de 52 cartes par battage, il faut mélanger 7 fois. Puis, quand on se dit il faut mélanger 7 fois, bien, en mathématiques, on aime dire sont nécessaires et suffisantes. Donc, au moins 7 fois, puis que 7 fois, c'est assez. Donc, j'aimerais vous démontrer un peu, sans vous rentrer dans la preuve du théorème, là, mais vous parler de l'idée derrière ce théorème-là. Ah oui, il y a une question. Bien mélanger, il y a une définition formelle puis qui vient, puis il y a une définition moins formelle qui voudrait dire que
toutes les permutations, donc toutes les configurations du paquet de cartes peuvent se produire et qu'elles ont à peu près la même chance de se produire. Donc ça, c'est la définition qu'on va accepter ce soir. Mais il y a une autre définition de bien mélangé qui est plus technique, qui est avec la distance de variation totale. Je vais définir ce que c'est que cette distance-là bientôt. Mais en gros, l'idée derrière la preuve de ce théorème-là, c'est cette image-là. Donc, cette image-là, c'est quoi? Bien, c'est une fonction notre variable indépendante, c'est le nombre de battages, puis la variable dépendante, c'est la distance. Puis, ce qu'on voit, c'est que ça passe de 1 à 0. C'est quoi la distance de variation totale? C'est, en gros, une fonction, mais qui nous donne un nombre entre 0 et 1. Et 1, dans ce cas-ci, ça veut dire très mal mélangé, et 0, ça veut dire très bien mélangé. Donc, on voit qu'avec peu de battages, donc ici, j'en ai fait 2 ou 3, c'est encore à 1. C'est très, très mal mélangé. Puis ça, c'est entre autres parce qu'il y a beaucoup de permutations qui sont impossibles juste parce qu'elles n'ont pas le bon nombre de suites croissantes. Donc, c'est très mal mélangé. Là, ça commence à descendre, puis ça descend rapidement. Puis après ça, c'est très bien mélangé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de seuil. Puis c'est ça, en fait, qui nous dit qu'on passe de très mal mélangé à très bien mélangé autour de 7 battages. C'est un peu ça l'idée. Donc, je vais parler un peu de ça, mais avant ça, je veux parler aussi de l'argument avec les suites croissantes. Donc, j'ai dit la définition qu'on va prendre d'un paquet bien mélangé, c'est entre autres que toutes les permutations sont possibles. Donc là, ici, on voit le 7 fois. Je ne vais pas vous montrer 7 fois, je vais vous démontrer un lemme, un plus petit résultat, qui dit qu'il faut mélanger au moins 6 fois par battage. Bien, ça, c'est en fait pour que toutes les permutations soient possibles. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand on fait un battage, bien, on peut passer de 1 à 2 suites croissantes. Quand on fait 2 battages, on peut en avoir 4. Quand on fait 3 battages, on peut en avoir 8. Ici, on a une permutation, donc 52, 51 jusqu'à 1. Donc, on a complètement renversé le paquet. Bien, cette permutation-là, elle a 52 suites croissantes. Donc, il faudrait faire un certain nombre de battages déjà pour que ça soit possible. Puis, en faisant un mélange, j'ai dit on a 2 suites croissantes, 2, on en a 4, 3, on en a 8, 4, on en a 16. Même si on en fait juste 5, on a 32 suites croissantes au plus. Donc, 52, c'est encore assez loin. Mais si on en fait 6, c'est possible d'atteindre cette permutation-là. Ça ne veut pas dire que cette permutation-là a la même probabilité de se produire si on fait juste 6 mélanges, mais c'est juste possible à partir de 6 mélanges. Donc, déjà, on n'atteint pas toutes les permutations si on fait moins de 6 mélanges. Donc, là, c'est sûr que ce n'est pas le résultat de 7 itérations sont nécessaires, mais déjà, on voit que 6 minimalement sont nécessaires. Après ça, pour le 7, ben, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'image qu'on a ici. Donc, la distance de variation totale, en probabilité, c'est la distance entre 2 distributions de probabilité. Et si vous ne savez pas c'est quoi une distribution de probabilité, faites juste retenir que c'est un nombre entre 0 et 1. Mais si vous connaissez les probabilités, les 2 distributions de probabilité qu'on prend ici, ben, ça va être une de nos distributions va être la distribution uniforme. Ça, c'est celle dans laquelle toutes les permutations ont la même possibilité. Donc, le paquet bien mélangé, ce que ça veut dire, c'est que toutes les permutations ont la même possibilité de se produire, même probabilité. Et l'autre distribution qu'on va prendre, c'est la probabilité de retrouver chacune des permutations après un certain nombre de battages. Et ce qu'on voit quand on calcule la distance de variation totale, et ça, c'est vraiment pas facile en général à calculer, mais dans ce cas-ci, il y a un résultat qui nous permet de calculer la distance de variation totale. Et ce qu'on voit, c'est un phénomène de seuil. Donc, on passe très rapidement d'une distance de variation totale de 1 à une distance de variation totale de 0. Donc, ce n'est pas du tout une droite ou quelque chose comme ça. Et on dit que le mélange est effectué quand on est dans la fenêtre du seuil. Donc, ça, c'est entre 5 et 9 mélanges à peu près, donc autour de 7. C'est pour ça qu'on dit que qu'il faut mélanger 7 fois, puis que ça serait suffisant. Donc là, évidemment, si on dit autour de 7, ça se produit. Donc, si vous jouez aux cartes avec vos grands-parents un dimanche après-midi, puis que vous brassez juste 5 fois, c'est probablement pas dramatique. Mais, disons que s'il y avait des gros enjeux, puis qu'il y avait une question de, je sais pas moi, une question de sécurité nationale qui dépendait de votre mélange, peut-être que vous devriez brasser 11 fois. Mais encore là, ce ne serait pas 200 fois. Ça ne changerait plus grand-chose après ça. Fait que ça c'est... Oui. Ben ça,
Oui, oui, oui. En fait, tout ça, c'est basé sur un modèle de battage qui correspond quand même à la façon dont les joueurs occasionnels brassent. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, les croupiers dans les casinos brassent de façon différente parce qu'ils ont plus d'expérience ou je ne sais pas. Mais vous et moi, si vous savez faire le mélange par battage, on brasse probablement d'une façon qui correspond au modèle. Mais c'est sûr que si on fait un très mauvais mélange, puis que j'essaie de faire le mélange et là, je ne sais pas, moi, j'ai échappé la moitié des cartes, puis là, ça donne ça. Ben là, ça compte pas. Ça, j'ai rien fait. donc oui, ça suppose que le mélange est quand même bien effectué et ça suppose aussi qu'on ne fait pas le mélange parfait. Donc, il y a certains magiciens qui sont capables de parfaitement intercaler les cartes. Et là, à ce moment-là, on n'a plus du tout quelque chose d'aléatoire. On a quelque chose de complètement déterministe. Fait que c'est vraiment pas bien brassé. Si on sait exactement ce qui va se produire, c'est pas bien brassé. Et même plus, si on faisait 8 fois le mélange parfait, ben, on retrouverait la configuration initiale du paquet de cartes. Mais bonne chance pour faire 8 fois le mélange parfait. Pour 52 cartes précisément. Mais dans tous les cas, peu importe le nombre de cartes, si on fait un mélange parfait, c'est déterministe, il n'y a rien d'aléatoire là-dedans. Donc, quelqu'un qui serait bon pour compter où est-ce qu'on en est, ben, aurait un gros avantage. Ah, pourquoi le tour a 5 de chance de rater? Parce que dans les suites croissantes, ça peut arriver que j'ai déplacé... OK. La réponse courte, en fait, c'est parce qu'il y a quand même de l'aléatoire quand on mélange 2 ou 3 fois. Je ne contrôle pas tout. Mais la réponse un peu plus longue, si je retourne ici, c'est que je pourrais, par exemple, ici, c'est le 9 de trèfle qui avait été déplacé, mais peut-être que je l'avais déplacé à un endroit dans le paquet, puis qu'en battant encore une fois, je serais ramassé exactement entre le 8 et le 10. Puis là, je n'aurais aucune façon de savoir quelle carte a été déplacée. Et ça arrive parfois. Donc, c'est pour ça que j'étais nerveuse. Donc, ce n'est pas juste mon exécution qui n'aurait pas été bonne, c'est les maths qui font que ça a quand même des chances de rater parce que c'est un petit peu aléatoire. OK, donc ça, c'était pour parler un peu de mélange de cartes. Puis là, j'ai le goût de vous montrer une dernière fois. Là, je vous ai fait le tour de moi qui cache la distribution initiale ou qui prétend que c'est aléatoire puis que ça ne l'est pas. Après ça, je vous ai dit, on va mélanger. Puis là, finalement, ce n'est pas assez mélangé. Là, vous me faites probablement plus du tout confiance. Fait que pour la suite, en fait, j'ai décidé que je n'allais même pas toucher au paquet de cartes. Puis que vous alliez choisir les cartes. Puis vous allez me donner 5 cartes, puis je vais devoir en deviner une des 5. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un ou d'une volontaire pour aller chercher des cartes dans la salle. Est-ce que quelqu'un se porte volontaire? Bon, ici, dans la première rangée. Parfait. C'est quoi ton nom? Andrea. Donc, Andrea, ce que je vais te demander, c'est, tu fais ce que tu veux avec le paquet de cartes, ça ne me dérange pas, mais je vais te demander d'aller voir 5 personnes dans la salle et de leur demander de choisir une carte, n'importe laquelle. Et ces personnes-là peuvent regarder la carte, mais je ne veux pas la voir. Donc, vous pouvez regarder la carte autant que vous voulez. Je ne regarde même pas. Je regarde même pas. Andrea, tu me diras quand tu as choisi les 5 cartes. Oui, tu peux prendre les cartes. Donc là, vous cachez les cartes, je ne veux pas les voir. Donc, Andrea a les 5 cartes. Et Andrea, ce que je vais te demander pour la suite, tu peux rester là pour l'instant, je vais te demander d'en choisir une des 5 et de la garder secrète pour toi. Puis ce que je vais te demander avec les 4 autres, c'est de les montrer à moi et au public. Donc, tu peux peut-être venir les placer ici. Donc, tu montres les 4 autres cartes, puis il y a une personne dans le public qui va reconnaître sa carte comme étant la carte manquante. Puis, je vais espérer trouver cette carte-là. Donc, ce que la carte, c'est le 3 de carreau. Tu peux les laisser là, ouais. Bon. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai vraiment pas touché au paquet de cartes, puis je les ai pas mélangées, mais vous avez choisi les cartes et il n'y avait que 5 cartes. Bien, ce qui s'est passé, c'est que Andrea, je la connais bien. Andrea étudie les mathématiques à Concordia, c'est mon étudiante. Et on a établi ensemble un système de communication qui est basé uniquement sur les mathématiques. Donc, je vais vous expliquer notre système de communication, mais ce que je voulais montrer, en fait, c'est que peu importe comment je brasse les cartes, si j'ai quelqu'un dans la salle qui voit les cartes, bien, il y a toujours moyen de tricher pareil.
Fait que, tu sais, j'aurais beau brasser le nombre de fois que je veux, bien, ça change. Ça ne prévient pas toute forme de tricherie parce qu'on peut toujours avoir d'autres façons de communiquer. Donc, pour vous expliquer notre système de communication, je vais avoir besoin de quelques résultats mathématiques. Puis, à la fin, vous allez deviner notre système de communication. Et là, je laisse les cartes ici. Comme ça, vous pouvez toujours vous référer à cet exemple-là pour comprendre notre code. Donc, le premier résultat dont je vais vous parler, c'est le principe des tiroirs, qui est bien connu en mathématiques. Puis, en gros, ce que ça dit, le principe des tiroirs, pas appliqué aux cartes, c'est que si on a un certain nombre d'objets et un certain nombre de catégories, puis qu'il y a moins de catégories que d'objets, bien, il y a au moins une catégorie dans laquelle il y a au moins 2 objets. Tout simplement. Et là, ici, j'ai 5 cartes et j'ai 4 suites. Donc, cœur, carreau, trèfle, pique, j'ai 5 cartes. Donc, il y a au moins une des catégories dans laquelle il y a au moins 2 cartes. Et ici, on a qu'il y a 2 cartes de carreau. Mais il aurait pu en avoir 3, ça ne dérange pas, mais on sait qu'il y en a au moins une catégorie dans laquelle il y en a au moins 2. Et ce que ça veut dire, c'est que le 3 de carreau, ça, c'est ma carte mystère. Et les autres cartes vont être le système de communication. Mais la première carte va toujours indiquer la suite de la carte mystère. C'est pour ça, dès que Andrea a mis l'as de carreau ici, je savais que la carte serait une carte de carreau. Donc, ça fait partie de notre système de communication. Première propriété, la première carte donne la suite. OK. Mais là, c'est bien beau d'avoir l'as de carreau. Je sais que c'est une carte de carreau, mais il me reste encore à savoir que l'autre carte, c'est un 3. Donc, pour ça, j'ai besoin d'un autre lemme qui dit que, étant donné 2 cartes de la même suite, on peut toujours en obtenir une de l'autre en ajoutant un nombre entre 1 et 6. Puis quand je dis en ajoutant, je parle de cycliquement. Donc, si j'ajoute, disons, 4 à la dame, bien, la dame plus 1, c'est le roi. La dame plus 2, c'est l'as. La dame plus 3, c'est le 2. La dame plus 4, c'est le 3. Donc, à ce moment-là, j'aurais le 3. Et je donne, comme à l'habitude, certaines valeurs aux lettres. Là. Donc, le valet, c'est 11. La dame, c'est 12. Le roi, c'est 13. Et l'as, c'est 1. Et pourquoi je peux faire ça? Toujours ajouter 6. Un nombre entre 1 et 6, c'est que la distance sur le cycle va être un nombre entre 1 et 6, d'un côté ou de l'autre, mais je peux choisir la plus petite pour la mettre devant, puis mettre la plus grande par la suite. Il me reste juste à trouver une façon de communiquer un nombre entre 1 et 6 à l'aide de ces 3 cartes. Là, ça n'a peut-être pas l'air si évident, parce que c'est n'importe quelle 3 cartes, mais ça, encore là, je vais dire que ce n'est pas si difficile que ça. Parce que, étant donné 3 cartes, il y a 6 façons de les ordonner. Et que chacune de ces façons-là pourrait correspondre à un nombre entre 1 et 6. Et c'est quoi ces façons-là? C'est les 6 permutations des nombres de 1 à 3. Donc, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 et 3, 2, 1. Et là, je les place dans cet ordre-là. L'ordre étant juste, ça correspond à peu près au chiffre qui est ici, là, si on le prenait en base 10. Et ça, c'est le rang. Donc, le rang de 1 à 6. Et le rang, c'est la quantité que je vais ajouter à l'as. Donc, si j'ai un ordre spécifique ici, je veux ajouter 2 à l'as pour obtenir 3. Et là, pour ajouter 2, il faut que j'ai la plus petite carte, la plus grande carte et la moyenne carte. Le 2, la dame et le 5. Parce que, c'est ça, on a établi un système dans lequel on dit toutes les cartes sont dans l'ordre, de l'as jusqu'au roi. Puis après ça, on brise les égalités. Si on avait 2 cartes qui étaient des dames, on les briserait en disant qu'on s'est entendu que le cœur valait moins que le trèfle, qui valait moins que le carreau, qui valait moins que le pique. Et comme ça, la valeur de la carte mystère, c'est la valeur de la première carte plus le rang, où le rang est donné par la permutation ici des 3 cartes. Donc, c'est ça. Si j'ai une assistante qui peut placer, qui connaît bien notre système de communication et qui peut venir placer les cartes dans l'ordre, je sais exactement quelle carte va être la 4e. Bon, OK. Fait que là, peut-être que vous voulez... Ah oui, pas 8 à 1. En fait, je vais ajouter plutôt 5 au 9 pour obtenir l'as. Mais j'aurais placé le 9 ici et l'as là. C'est elle qui a choisi la carte mystère. C'est elle qui a choisi la carte mystère et on s'est pratiqué pour savoir quelle carte mystère il fallait choisir. Donc, on est drillé, là. On savait ce qu'on faisait. Mais c'est pas toujours possible. Si c'est moi si vous avez choisi la carte mystère, ça aurait été impossible. Mais ici,
j'ai une assistante qui peut choisir la carte mystère. Ça fait partie des conditions. OK. Donc, là, à ce point-ci, j'imagine qu'il n'y a plus personne qui veut jouer avec moi. Vous avez compris que je triche tout le temps puis je gagne tout le temps. Mais ce que je vais vous dire, c'est que je ne suis pas la première à tricher avec les mathématiques. Puis je vais parler, en fait, particulièrement de tricherie avec des jeux de cartes parce que je m'intéresse beaucoup aux jeux de cartes, vous l'avez compris. Donc, je voulais faire une petite ligne du temps des jeux de cartes. Puis en fait, ma ligne du temps, je ne l'ai pas mis ici là, parce que c'est beaucoup trop avant l'invention du premier jeu de cartes. Mais le premier dé à jouer, donc peut-être l'invention des jeux de hasard, là, c'est estimé à 4300 avant notre ère. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais ça fait très longtemps qu'il y a des jeux de hasard. Mais les cartes à jouer sont arrivées beaucoup plus tard. Et ce qu'on pense être la première référence écrite aux jeux de cartes, puis encore là, on ne sait pas toujours avec certitude, ce serait vers 1377. Donc, première référence écrite aux jeux de cartes en Occident. Et à ce moment-là, les cartes, c'était des objets d'art. C'était vraiment un objet précieux auquel on voulait faire attention, un objet de grande valeur. Puis juste pour vous situer, on parle de avant l'invention de l'imprimerie. Fait que les cartes étaient faites à la main. Certainement pas quelque chose qu'on a envie de brasser comme ça par battage, puis qu'on a envie de décorner les coins. Là, ça fait mal, ça. Donc, il n'y avait pas vraiment de mélange. On pense qu'il n'y avait pas tant de mélange non plus à cette époque-là. Mais en fait, même que la première description explicite d'un mélange de cartes dans la littérature, elle date de 1853. Et là, si vous voyez, là, il y a comme un bond de presque 500 ans entre l'apparition des jeux de cartes puis la première description explicite, du moins, d'un mélange de cartes. Fait que là, si on veut revenir, là, c'est long, 500 ans. Puis après ça, ça n'a pas été si long que ça, une fois qu'il y a eu comme un peu plus de mélange, pour que les mathématiciens commencent à se poser la question du temps de mélange. Puis quand je dis les mathématiciens, je pense que c'est Henri Poincaré qui a posé le premier la question du temps de mélange. Et c'est quoi le temps de mélange? C'est combien de fois il faut mélanger pour que ce soit bien mélangé. Mais il a posé la question, puis il n'a même pas tenté d'y répondre. Il a posé la question, il l'a écrit dans un livre, et c'est fini. Et ça a pris à peu près 40 ans pour que d'autres gens s'y intéressent. Donc là, il y a eu une première tentative sommaire de formalisme à l'époque de Borel. C'est aussi de cette époque-là, 1940-1950, contient le modèle qu'on utilise encore aujourd'hui pour le mélange par battage. Donc, c'est à ce moment-là que ça a été un peu formalisé, mais il n'y a pas vraiment eu de réponse à aucune des questions sur le temps de mélange. Puis c'est vraiment à partir des années 1980, 1980 et plus, l'étude des temps de mélange, et ça a vraiment explosé comme domaine de recherche depuis. Puis ça, c'est vraiment avec les articles, entre autres, de Percy Diaconis, qui est un des auteurs du théorème dont je vous ai parlé tantôt. Ce n'est pas le premier théorème qui avait été qui est apparu sur les temps de mélange, mais c'était quand même un des gros morceaux parce que c'est une façon dont les gens mélangent pour vrai les cartes. Fait que là, c'est ça. Je voulais vous parler un peu du trou ici de 500 ans, puis de pourquoi, ce que ça veut dire en fait. Donc, est-ce que pendant ces 500 ans-là, les cartes n'étaient pas du tout mélangées? Il semble que oui, en fait. Et je vous ai trouvé une citation du mathématicien Girolamo Cardano qui écrivait en 1520, donc à peu près 150 ans après l'apparition des cartes, qui disait que si vous suspectez de la fraude, jouez pour des petites mises, ayez des spectateurs, mélangez les cartes plutôt que de juste les collecter, et que si vous voyez qu'un autre joueur essaie de collecter les cartes sans les mélanger, il doit agir de façon frauduleuse. Et ça, il y en a plein là, des citations comme ça. En fait, donc ça suggère que la tricherie était assez courante. Puis vous devez bien vous douter que si vous croisez quelqu'un sur la rue qui vous propose de jouer à un jeu de hasard avec des cartes, il est comme moi, là, il triche. Mais aussi, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça, c'est en 1520. Le développement des probabilités, c'est à peu près comme le 19e puis le 20e siècle. C'est très récent quand même, les probabilités en mathématiques. Puis, une des motivations vraiment de l'étude des probabilités, c'est de savoir est-ce qu'un jeu avec mise est équitable. Donc là, à l'époque, on n'avait aucune façon de savoir si un jeu était équitable. Puis quelqu'un qui
connaîtraient les mathématiques auraient eu un gros avantage quand même à ce jeu-là. Puis il y a quand même des gens qui connaissaient certaines choses des mathématiques, sans forcément tout connaître ce qu'on connaît maintenant des probabilités. Puis peut-être une autre chose que je voudrais dire par rapport, tu sais, j'ai mis les jeux de hasard, j'ai mis l'invention du dé dans ma ligne du temps tantôt. Puis la raison pour laquelle j'ai mis ça, c'est parce que quand on joue au dé, oui, c'est un jeu de hasard, puis on peut certainement avoir un dé qui est biaisé, mais on n'a pas vraiment besoin de le mélanger, le dé. Donc, je vous lance un dé, bien, en le lançant, la façon dont je jette le dé va forcément créer le mélange. Mais si je vous donne un paquet de cartes, bien, il faut inventer une façon de mélanger pour s'assurer qu'il y ait vraiment du hasard. Parce que oui, on peut toujours, disons, couper les cartes, puis ça va mélanger c'est laquelle la première carte qui est sur le dessus, mais ça ne mélange absolument rien d'autre. Donc, c'est pour ça que vraiment, il fallait peut-être penser à de quelle façon on allait mélanger les cartes. Puis ça peut expliquer en partie pourquoi ça a pris 500 ans. Puis aussi, bien, parce qu'on peut s'imaginer qu'il y avait des gens qui n'avaient pas vraiment intérêt à mélanger les cartes. Fait que oui, certainement, les mathématiques peuvent nous aider à tricher parce qu'ils peuvent nous aider à trouver des façons frauduleuses d'agir. S'il n'y a personne d'autre qui agit un peu comme un chien de garde pour détecter la tricherie. Mais c'est un petit peu ça aussi le rôle des mathématiques, c'est de détecter quand est-ce que quelque chose ne devrait pas se produire. Donc, en particulier avec les mélanges de cartes, l'étude des mélanges de cartes permet de savoir si c'est mal mélangé. Donc, oui, les mathématiques peuvent nous aider à détecter et à prévenir la tricherie. Donc, je l'ai déjà mentionné, l'étude des probabilités s'est grandement développée pour estimer les probabilités de succès dans un jeu de hasard et pour savoir si un jeu avec mise est équitable. Ou, entre autres, si moi, je développe un jeu avec mise, j'aimerais savoir s'il est équitable ou si j'ai plus de chances de gagner que mon adversaire. Donc, sinon, je ne veux pas jouer. Je vous l'ai dit, je triche, mais je triche quand même à mon avantage. Et c'est ce que font d'ailleurs les casinos. Parce qu'au casino, les jeux sont toujours biaisés en fonction en faveur de la maison. Donc, sinon, le casino perdrait de l'argent, ou du moins, il n'en ferait pas. Puis, souvent, ce n'est pas un énorme avantage. On parle de 2 3 mais avec le volume que fait le casino, bien, ça devient quand même très significatif. Donc, au casino, bien, comme les jeux sont déjà biaisés en faveur de la maison, les casinos n'ont pas avantage à ce que personne triche, au-delà de leur avantage qu'eux, ils gardent. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas de tricherie, là, mais c'est relatif. Donc, il ne faut absolument pas, dans les casinos, que les gens puissent tricher. Donc, une question qu'on pourrait se poser, entre autres, c'est comment est-ce que les cartes sont mélangées dans les casinos? Bien là, la réponse courte, c'est ça dépend. La réponse plus longue, c'est je vais devoir vous définir un petit peu plus de vocabulaire sur les mélanges de cartes. Fait que je vous l'ai déjà dit, il y a le mélange par battage, qui est celui où on sépare les cartes, puis on intercale les cartes qui sont dans les deux mains. Je ne suis pas très bonne pour le faire physiquement, là, mais ça donne ça à peu près. Puis il faudrait le faire 7 fois. Donc ça, je l'ai déjà mentionné. Un autre mélange qui est très fréquent chez les joueurs occasionnels, pas dans les casinos, puis vous allez comprendre pourquoi, c'est le mélange dans la main. Donc, on mélange comme ça, puis à chaque fois, on laisse tomber un petit paquet, puis on recommence. Vous avez peut-être déjà observé que ce n'est pas un très bon mélange parce qu'il y a beaucoup de cartes qui restent encore adjacentes après l'avoir faite, mais je pense que vous n'avez peut-être pas mesuré à quel point c'est un mauvais mélange. Parce que si le mélange par battage, il faut le faire 7 fois, le mélange dans la main, il faudrait le faire entre 10 000 et 13 000 fois. Puis 7 fois, ça a l'air beaucoup pour le mélange par battage. Je vais avoir l'air un peu zélé si je le fais, mais si je fais 10 000 fois le mélange dans la main, j'aurai plus d'amis pour jouer avec moi. Déjà que je pense que j'en ai plus. L'autre mélange, qui est comme assez fréquent, c'est de faire un lac. Donc, ça, c'est une façon dont souvent les enfants mélangent, mais certains adultes aussi. Je peux juste éparpiller les cartes comme ça, puis je les mélange, puis j'essaie que les cartes ne restent pas trop collées. Puis ça, il faudrait le faire à peu près 30 secondes, avec une certaine vigueur. Puis, pas juste en massant les cartes. C'est vraiment mélanger-les. Mais ça, j'aime le mentionner parce que ce résultat-là, c'est un résultat de 2022. Puis c'est le premier résultat sur ce mélange-là. Donc, jusqu'à très récemment, le 2022, c'est comme hier, jusqu'à très récemment, on n'avait aucune idée de combien de temps il fallait mélanger. Si c'était 5 secondes, 30 secondes ou 20 minutes. Fait que c'est quand même intéressant de voir que c'est assez efficace. Peut-être que ça vient confirmer une certaine intuition, mais que c'est aussi
très difficile à modéliser. Puis enfin, ben, l'autre mélange dont je vais parler, c'est le mélange par ordinateur. Et là, on pourrait dire, bon, ça y est, ça règle tous les problèmes. Si on n'a plus de carte physique, c'est instantané. Et là, je mets un petit bémol là-dessus, j'y reviens. OK, donc là, je vous ai dit que j'allais vous dire comment les cartes sont mélangées dans les casinos. Et maintenant, on a du vocabulaire pour parler de mélange par battage, de mélange dans la main et de mélange, j'appelle ça le lac, là, je n'ai pas trouvé de nom. En anglais, il y a un mot qui s'appelle smooshing pour décrire ça. Je n'ai pas trouvé de traduction, je suis désolée. Puis, je vais parler aussi du mélange par ordinateur. Donc, la réponse sur comment les cartes sont mélangées dans les casinos, c'est que ça dépend parce que, entre autres, ben, dans certains jeux, il y a des traditions à respecter. De certains jeux, certains casinos aussi. Donc, pour une raison que j'ignore, au baccarat dans les casinos de Monte-Carlo, on doit mélanger avec le lac. Mais c'est très spécifique. Et ça, ben, j'imagine que si c'est pas du tout pour des raisons scientifiques. Donc, si quelqu'un arrive et veut faire le mélange par battage, ça risque de peut-être créer la suspicion chez les joueurs qui vont dire, ben non, on a toujours mélangé de cette autre façon-là. Pourquoi est-ce que vous voulez changer les règles? Ben, peut-être que pendant 30 secondes, ils vont se dire que c'est plus équitable ou peut-être pas. Peut-être qu'ils vont penser que c'est pas assez. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, s'il y a des traditions à respecter puis que tout le monde s'entend sur les traditions, vouloir changer les traditions de façon trop brusque pourrait aussi créer la suspicion. Mais sinon, ben, une façon du moins de, pas forcément de mélanger, mais d'une façon d'éviter qu'on puisse compter les cartes, ben, on peut mélanger plusieurs paquets ensemble. Donc déjà, quelqu'un qui aurait une bonne mémoire ou quelqu'un qui aurait un truc pour suivre les cartes, les mélanges, les trucs sont vraiment moins efficaces quand on a plusieurs paquets. Mais surtout, ce qui est le plus efficace, en fait, pour éviter la tricherie, c'est de mélanger les techniques. Et pourquoi est-ce que c'est plus efficace? Ben, c'est que, par exemple, si on fait le mélange dans la main, qu'est-ce qui est préservé par le mélange dans la main? C'est les cartes qui sont adjacentes. Et même chose avec le lac. Mais quand je fais le mélange par battage, ce qui est préservé, c'est les suites croissantes. Mais là, le mélange avec le lac détruit les suites croissantes et le mélange par battage détruit les cartes qui sont adjacentes. Donc, de combiner différentes techniques, ça fait que c'est beaucoup plus difficile de suivre un aspect ou une propriété du paquet de cartes. Donc, déjà, en ayant plusieurs techniques, ben, c'est probablement la façon qui limite le plus la tricherie. Puis une combinaison qui est populaire dans les casinos, c'est de faire le lac, je ne sais pas combien de temps, là, probablement pas 30 secondes, faire un battage, une coupe, un battage, une coupe. Les deux coupes, ça ne change rien par rapport à une seule coupe, mais encore une fois, si on détruit la tradition, ça crée la suspicion. Et là, ce mélange est dur à analyser parce qu'on a plusieurs techniques, une à la suite de l'autre, mais expérimentalement, on peut voir que ce n'est pas parfaitement mélangé, mais que c'est quand même pas loin. Donc, si c'est quand même pas loin, ça veut dire que ça ne devrait pas être trop choquant, puis ça devrait quand même prévenir la tricherie. Et il y a aussi, ben, l'autre mélange qui est utilisé dans les casinos, c'est le mélange par ordinateur. Donc, certains casinos, évidemment les casinos en ligne, mais même certains casinos qui ont une présence physique, ben, il y a certains casinos qui n'utilisent plus de cartes physiques et dans lesquels tous les mélanges se font par ordinateur. Puis là, peut-être que vous vous dites, ben, ça y est, c'est la solution. Tu sais, on est en 2024, peut-être qu'on est rendu là à plus utiliser de cartes physiques puis à se fier à l'ordinateur. Et là, j'y reviens. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les ordinateurs sont forcément bons pour mélanger? Et bien, moi, ce que je trouve formidable au sujet de mon ordinateur, c'est qu'il fait ce que je lui demande de faire. Fait que si je demande à mon ordinateur de bien mélanger puis que je lui donne les bonnes indications pour bien mélanger, mon ordinateur va bien mélanger. Mais si je lui donne des mauvaises indications, mon ordinateur va faire ce que je lui dis de faire. Puis, je vous donne un exemple concret de quand les premiers tournois de bridge ont commencé à mélanger les cartes par ordinateur. Ce que l'ordinateur faisait, c'est qu'il prenait le paquet de cartes. Bon, évidemment, l'ordinateur ne le prend pas physiquement, là. Puis, ce qu'il fait, c'est qu'il échangeait la position de deux cartes. Comme ça, puis on referme. À la main, ça a l'air ridicule de faire ça. Mais, pour un ordinateur, la façon dont le paquet de cartes est représenté dans un ordinateur, c'est qu'on aurait 52 boîtes et qu'il y aurait une carte par boîte. Puis, on viendrait mélanger le contenu des deux boîtes. Puis, les boîtes sont comme un peu fixes.
Fait qu'on ne peut pas glisser les cartes. Il faudrait qu'on sorte chacune des boîtes les cartes de la boîte, puis qu'on les déplace, puis qu'on ramène après ça la carte dans la boîte du dessus. Donc, pour un ordinateur, ce n'est pas forcément une mauvaise façon de faire si refaire le processus 60 fois, ça a de l'allure. Mais échanger juste la position de 2 cartes, ce n'est pas forcément une mauvaise façon de faire. Sauf qu'on peut se demander, est-ce que 60 fois, c'est suffisant pour avoir quelque chose de bien mélangé? Et là, j'ai fait un exemple ici, pas avec 60 parce que ça ne rentrait pas, mais avec 20. J'ai 20 cartes qui sont au début dans un ordre de 1 à 20, puis j'échange des positions 20 fois. Et là, la première fois, j'ai le 10, le 11 et le 14 qui sont encore à la même position. Je le refais une autre fois. Puis là, cette fois-là, j'avais le 2, le 16, le 18 et le 19 qui étaient dans la même position. Fait que là, est-ce que c'est normal qu'on ait 3 ou 4 cartes qui sont dans la même position? Ce qu'on sait en mathématiques, c'est qu'un paquet de cartes qui est bien mélangé ou une permutation aléatoire contient une seule carte à la même position que son étiquette. Si c'est bien mélangé, en moyenne. Fait que là, j'ai eu 3 la première fois, j'ai eu 4 la deuxième fois. Puis je l'ai essayé aussi avec 60, avec 52 cartes puis 60 fois. Puis là, j'avais comme 10 cartes qui n'avaient pas bougé. Et ça, c'est extrêmement rare. C'est à peu près impossible. Fait que si c'était bien mélangé. Fait que ça, c'est vraiment spécial que ça arrive. Puis que ça arrive plus qu'une fois, c'est vraiment douteux. Donc là, la question qu'on doit se poser, c'est combien de fois est-ce qu'il faut mélanger, qu'il faut changer la position de 2 cartes choisies aléatoirement pour bien mélanger. Puis, pourquoi je pose cette question-là? C'est qu'avec la technique de mélange qu'on a, une carte ne peut absolument pas bouger. Donc, elle va forcément rester à la même place si je n'ai pas choisi cette position-là d'abord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir 2 positions à chaque fois, au hasard. Ça ne peut pas être la même. Puis, je vais échanger les cartes. Puis, je vais compter combien de fois il faut que je fasse ça pour avoir touché au moins une fois à chaque position. Ça ne prévient pas le fait qu'une carte soit déplacée puis revienne au même endroit. Ça ne me dérange pas si ça arrive, mais j'aimerais ça y avoir touché au moins une fois. Et là, je vais avoir l'air de partir sur une tangente vraiment. Mais je vais vous dire que c'est le même problème que si je vous dis combien de cartes de hockey est-ce qu'il faut que j'achète pour avoir les cartes de hockey de tous les joueurs du Canadien cette année, si les échanges ne sont pas permis. Donc, cartes de hockey, cartes Pokémon, vous appelez ça comme vous voulez, là. Mais disons qu'on a des cartes à collectionner qui sont vendues dans des emballages, que chacune des cartes a la même... Pour l'instant, on va supposer que chacune des cartes a la même probabilité de récolter chacune des cartes. Donc, il n'y a pas des cartes qui sont plus rares que d'autres. Puis, on ne veut pas connaître la carte à l'intérieur dans l'emballage. Donc, on achète une carte Pokémon. On ne sait pas encore c'est lequel des Pokémon. Combien de cartes est-ce qu'on doit acheter pour posséder toute la collection? Sachant que la collection comporte N joueurs de notre équipe de hockey ou N Pokémon. Puis, on ne peut pas faire d'échange avec d'autres collectionneurs. Si on fait ça, clairement, on va se retrouver plusieurs fois avec la même carte. En fait, on va avoir beaucoup de cartes qui vont apparaître plusieurs fois. Puis la dernière, ça va être vraiment long avant qu'on la trouve. C'est toujours comme ça. La dernière, ce n'est pas une carte en particulier, c'est juste n'importe quelle carte qu'on n'a toujours pas trouvée. On continue d'acheter beaucoup de cartes en espérant que ça va être la bonne. Ça, c'est quelque chose qui est quand même connu. C'est le problème du collectionneur de vignettes. C'est le nom du problème. Puis, on sait qu'en moyenne, il faut acheter environ N fois log N plus 0,6 cartes de hockey pour avoir toute la collection. Donc là, je ne vous démontrerai pas ce théorème-là, mais on sait que c'est ça, le nombre de cartes de hockey qu'il faut acheter. Puis là, ici, à chaque fois, on choisit 2 positions. Donc, il faut à peu près diviser ce nombre-là par 2, puis on aurait le bon résultat pour les cartes. Donc, comme on pige 2 positions au hasard à chaque fois, il faut en moyenne N sur 2 fois log N plus 0,6 itérations pour toucher à toutes les cartes. Puis ça, pour 52 cartes, ça revient à environ 120 fois. Fait que quand c'était fait 60 fois, clairement, ce n'était pas suffisant pour avoir une permutation aléatoire, vraiment pour avoir un ordre aléatoire de notre paquet de cartes. OK. Fait que ça, en fait, je pense que ça correspond pas mal à ce que je voulais vous dire sur les mélanges de cartes. Peut-être une dernière chose que je vais vous dire, c'est que c'est un domaine de recherche qui est encore vraiment actif, le domaine des mélanges de cartes. Puis, entre autres, je vais vous parler de quelques problèmes ouverts qui ne sont pas trop techniques puis qui peuvent quand même être décrits ici. Fait qu'un des problèmes ouverts,
c'est d'établir un modèle crédible pour certaines variantes du mélange par battage. Donc, quand je dis un modèle crédible, c'est que le modèle qu'on utilise, on suppose on sépare les 2 paquets de cartes, puis on intercale les cartes comme ça. Mieux que ça. Mais en tout cas. Mais un modèle c'est à peu près équivalent, ou du moins, on pense que c'est équivalent à déplacer en 2, puis à juste comme scier nos paquets de cartes ensemble pour que ça fasse un battage. L'idée est la même, sauf que la dynamique vraiment n'est pas du tout la même. Donc, les cartes ne se comportent pas de la même façon, mais on utilise le même modèle pour décrire les 2 mélanges qui, physiquement, ne se font pas de la même façon. Fait que là, on a un problème, c'est que si on a 2 modèles, le même modèle pour décrire 2 choses différentes, il doit y avoir les 2 choses qui ne sont pas bien décrites par ce modèle-là. Et ça, c'est un problème qui est complètement ouvert. Le mélange dans la main, donc celui que je vous ai dit, il faut le faire entre 10 000 et 13 000 fois. C'est des bornes qu'on a, des ordres de grandeur. On ne sait pas avec précision le temps de mélange pour ce mélange-là, puis ça fait à peu près 30 ans qu'il n'y a pas eu de progrès sur ce mélange-là. Donc ça, est-ce que ça va arriver bientôt? Je ne sais pas. Mieux comprendre le mélange effectué en balayant le lac. Je vous ai dit tantôt 30 secondes, et c'est les premiers résultats qu'on a. Ça date de 2022. Donc, il y a encore plein de problèmes ouverts sur le mélange effectué en balayant le lac. Puis, un autre exemple, ça pourrait être dire, est-ce que si, mettons, quand je prenais 2 positions, le mélange avec l'ordinateur, si je prenais 2 positions au hasard, j'échangeais les cartes. Est-ce que je pourrais faire ça en simultané, de prendre plusieurs paires et échanger des cartes dans chacune des paires? Est-ce que ça améliorerait vraiment le temps de mélange? On ne sait pas. Il y a évidemment des conjectures, il y a des idées qui circulent, mais il n'y a pas vraiment de réponse à ces problèmes-là. Mais il y a toute une communauté de chercheurs qui s'intéressent à ces problèmes-là puis qui essaient vraiment de trouver des solutions à ces problèmes-là et à beaucoup d'autres problèmes. J'en fais partie, je ne suis pas la seule dans la salle, mais c'est ça. Fait qu'il y a encore plein de problèmes qui existent. C'est super le fun, puis c'est ça. Merci d'avoir joué avec moi. Est-ce qu'il y a des questions? On va commencer à se méfier de qui pose les questions si c'est arrangé avec... Avec le micro. Vous parliez tantôt du balayage dans les casinos, mais vous disiez que ça prenait à peu près 30 secondes pour avoir un bon mélange. Mais pourquoi les casinos, à ce moment-là, font une multitude de... Vous savez, vous avez dit balayage, puis coupe, puis battage, puis... Pour distraire, ça pourrait être une raison, mais aussi parce que dans n'importe quel jeu de hasard, c'est à peu près aussi, en fait, c'est probablement encore plus important que de bien mélanger, il y a d'avoir la confiance des joueurs. Donc, moi, j'ai beau vous dire qu'il y a des résultats scientifiques qui disent c'est 30 secondes. Est-ce que ça veut dire que tout le monde croit les résultats scientifiques? Je ne sais pas. Donc, c'est probablement aussi pour aller chercher la confiance des joueurs. Oui. Mais la perception des joueurs, c'est essentiel parce que sinon, il n'y a aucun joueur qui va miser dans ce jeu-là s'il pense que c'est truqué. Vous n'avez pas parlé de battage mécanique. Est-ce que ça existe, des systèmes pour battre mécaniquement? Oui, ça existe des systèmes pour battre mécaniquement qui ont d'ailleurs été analysés. Est-ce que mais là, ça dépend. Il y a plusieurs systèmes. Il y a plusieurs compagnies qui font des batteuses de cartes mécaniques. Vous faites juste vous séparez le paquet en... En gros, ce qui se passe, c'est que vous divisez votre paquet en 2, vous le mettez de chaque côté, puis ça bat les cartes, vous arrivez avec un paquet. Il y a plusieurs compagnies qui existent. Il y en a qui ont fait analyser leur modèle par des mathématiciens. Il y en a probablement qui n'ont pas fait ça. Je ne le sais pas. Je n'ai pas vraiment comme étudié ça en particulier. T'sais. Comment est-ce que les ordinateurs peuvent choisir 2 cartes totalement au hasard à interchanger si c'est comme une programmation? Ça revient au même problème que de demander comment est-ce que les ordinateurs peuvent générer 2 nombres aléatoires qui sont réellement aléatoires. C'est pas un problème facile. Donc, il y a beaucoup de gens qui... Les nombres aléatoires sont générés en créant des très grands nombres, puis après ça, en divisant par d'autres nombres. Puis au final, ça fait que ça a l'air aléatoire, mais que tout ça, c'est programmé. Il
il y a certaines personnes qui vous diraient que c'est pas véritablement aléatoire tant que ça ne vient pas d'une source naturelle. Donc, par exemple, de la mesure de certaines ondes ou des choses comme ça. Mais ce que je vous dirais, c'est que si vous avez le choix entre un humain qui choisit un nombre au hasard ou un ordinateur qui choisit un nombre au hasard, moi, je fais quand même plus confiance à l'ordinateur qu'à l'humain. Parce que si je vous demande à toute la salle de choisir un nombre au hasard entre 1 et 10, il y en a la moitié qui vont me dire 7. Puis, ben ça me démontre que c'est pas si aléatoire que ça. Fait qu'à ce moment-là, je choisirais l'ordinateur. Mais encore là, ça dépend toujours c'est quoi les enjeux. T'sais. Est-ce que les enjeux, c'est vous et moi qui jouons aux cartes un dimanche après-midi? Ben si oui, c'est assez aléatoire. Bonjour, bravo, merci. Merci. Ayant utilisé l'ordinateur dans le passé, je sais que les fonctions de choix aléatoires dans un ensemble sont bien connues et sont fiables. Et la méthode de d'élire 2 cartes, les intervertir, faire ça 60 fois veut dire que 120 fois, je vais opérer un choix aléatoire parmi l'ensemble qui est réduit à chaque fois, mais j'ai confiance que cette sélection-là est acceptable. Tant mieux. Alors, pourquoi ne ferais-je pas simplement 52 choix aléatoires parmi 52 cartes et ce sera là l'ordre de mon paquet? Ben, est-ce que je n'ai pas là un choix quelconque parmi l'ensemble total en 52 choix plutôt que 120? En fait, en 51 choix, si vous faites une sélection, en fait, parce que la dernière carte est choisie automatiquement, là, c'est la carte qui reste. Oui, si vous faites juste un choix au hasard d'une carte, puis une autre carte, puis que c'est véritablement aléatoire, oui, vous allez avoir quelque chose de... Il va être parfait. Oui. Oui, on considère qu'il est parfait à ce moment-là. Donc, oui, mais ce serait une façon de l'implémenter. Mais ce que je vous dis, c'est que quand les premiers tournois de bridge ont implémenté ça, ben, ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Ils faisaient le mélange par transposition plutôt que de faire le mélange par sélection. Mais vous pourriez, en effet, implémenter ça et ce serait véritablement aléatoire. Puis c'est d'ailleurs un argument qui revient dans certaines preuves de temps de mélange, c'est que si on fait 52 choix véritablement aléatoires, ben, ou 51, à ce moment-là, on aurait quelque chose de bien mélangé. Oui, merci, madame, pour vos propos délirants. À propos de le trou chronologique, le père Mersenne et Pascal ne s'étaient-ils pas penchés sur le problème des mélanges ou des tricheries? Pas à ma connaissance. Ils jouaient aux cartes quand même, ils s'intéressaient... ils peuvent s'intéresser aux cartes sans les mélanger. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés aux cartes sans les mélanger. Parce que, justement, la première référence au jeu de cartes, celle de 1377, parle d'un jeu de hasard qui est utilisé. Et en fait, la première référence au jeu de cartes est dans un édit contre les jeux de hasard. Donc, pour interdire les jeux de hasard, c'est là que les cartes sont décrites comme un nouveau jeu. Mais donc, ça veut dire que les gens jouaient aux cartes, les gens misaient avec de l'argent, j'imagine, sur des combinaisons aux cartes, mais ça ne veut pas dire qu'ils les mélangeaient. Donc, dans les casinos, des fois, quand un jeu de cartes, exemple le blackjack, ça arrive des fois que la maison gagne souvent. Est-ce que les joueurs peuvent parfois se dire « Ah, c'est le temps de jouer ». Est-ce qu'ils sont biaisés dans ce constat-là? Ben, c'est sûr que si on a... OK, si, mettons, vous lancez une pièce de pile ou face, une pièce de monnaie à pile ou face, puis là, des fois, ça va arriver que 5 fois de suite, vous allez avoir pile. Puis là, vous allez vous dire « Ah, c'est vraiment pas aléatoire, ça fait 5 fois que j'ai pile ». Mais si vous jouez assez longtemps, ça va arriver vraiment souvent que vous avez 5 fois de suite pile ou 5 fois de suite face. Puis je pense qu'ici, il y a peut-être un billet aussi qu'on se dit « Bien là, la maison gagne tout le temps ». C'est sûr que le blackjack au casino, c'est pas 50-50, c'est un peu biaisé, c'est biaisé en faveur de la maison aussi, mais ça arrive que la maison gagne souvent, comme ça arrive que les joueurs gagnent souvent, mais il n'y a aucun joueur qui se plaint quand les joueurs gagnent souvent. Fait que c'est ça un peu que je dis, il y a un billet. Puis c'est sûr que si la maison gagne 200 fois de suite, ben là, il y a vraiment de quoi s'inquiéter, mais si la maison gagne 5 fois de suite, c'est très normal. Et merci beaucoup, c'est vraiment très, très divertissant, très bien expliqué. Puisque, dans le fond, c'est une façon d'étudier le désordre.
Je me demande si, à votre connaissance, il n'y aurait pas des recherches qui sont faites pour établir des liens avec l'entropie. L'entropie, je ne m'y connais pas tant, mais il y a une des façons d'étudier les mélanges de cartes, c'est justement en étudiant l'entropie de certains mélanges. Puis, entre autres, pour le mélange dans la main, tous les résultats qu'on a sont liés à l'entropie. Mais moi, c'est quelque chose que je connais vraiment pas tant, mais je sais que ça revient souvent. Puis d'habitude, quand je vois, je commence ça, je connais pas ça. Mais oui, c'est lié. Bonsoir. Merci beaucoup. C'était vraiment génial quand on n'y connaît rien en mathématiques. J'aurais rêvé de t'avoir comme prof, mais c'est peut-être trop tard. Bref, ma question, c'est... donc, tu disais que je me permets de te tutoyer, on se connaît un peu. Quand tu disais que les casinos, c'est biaisé, mais ils ne peuvent pas non plus tricher dans notre face trop. Qu'est-ce qui fait que c'est biaisé finalement? C'est qu'ils préparent les cartes d'une certaine façon? Ou... Non, ce n'est pas du tout lié au mélange de cartes. Mais les règles du casino font que des fois, les règles de bris d'égalité vont en faveur de la maison. Donc, par exemple, au blackjack, les règles ne sont pas les mêmes si c'est le joueur qui obtient quelque chose ou si c'est la maison qui obtient quelque chose. Donc c'est pour pas mal tous les jeux, c'est pas un énorme avantage. Donc, c'est pas, si le jeu, c'était 75% du temps, le casino gagne, 25% du temps, les joueurs gagnent, personne ne voudrait aller au casino. Mais si c'est 48-52, ben, il y a encore beaucoup de gens qui vont vouloir aller miser contre le casino, même si le casino a un avantage. Puis, à force, si on répète l'expérience vraiment souvent, ça fait que oui, le casino perd régulièrement, mais le casino gagne quand même plus souvent qu'il perd. Et donc, ça lui procure un avantage. La roulette, c'est tout à fait biaisé. Dans le fond, la roulette, il y a un certain nombre de cases, qui n'est pas la même dans chaque pays. Là. Mais des fois, mettons, si vous avez une roulette avec 36 cases, ben, si vous en avez, au lieu d'en avoir 18-18, si vous en avez 17-19, puis 19 c'est en faveur de la maison, ben, c'est assez clair que le jeu n'est pas équitable. Mais, donc, les casinos s'arrangent comme ça pour avoir un petit avantage dans chacun des jeux. Et c'est ce qui fait que les casinos gagnent plus souvent qu'ils perdent. Mais après, au-delà de ça, ils ne veulent pas forcément que ce soit possible de tricher parce que de toute façon, ils vont gagner plus souvent. Pour faire suite à votre commentaire sur le petit avantage des casinos, comment est-ce que ça se compare au gros avantage des lotos? Ah, ben, non, mais la loto, il y a quand même des gens qui jouent à la loterie. Donc, les gens ont quand même espoir et ont confiance en quelque sorte dans ce système-là, même si la loterie a un gros avantage. Donc, oui, la loterie perd parfois. Donc, parfois, ils donnent des généreux montants de plusieurs millions, mais plus souvent qu'autrement, ils gagnent. Bon, alors on va remercier Nadia une dernière fois et puis